conclusion également, qui est que on nous a fait comprendre que à chaque nouvelle technologie, bien sûr, c'est pour nous libérer en tant que travailleurs, salariés, du temps de travail que l'on fait actuellement. On ira beaucoup plus vite, la production sera beaucoup plus élevée, notre productivité, etc. Moi, je pense que c'est du bullshit essentiel. Mais imaginez que sans forme de régulation ou de ce genre de loi, quelqu'un, un ou un PDG ou un chef de projet dans une assurance santé pourrait se dire, je vais concevoir un système intelligent dont le rôle principal, je précise bien, dont la rationalité principale sera d'aller tout de suite, dès le moment où un client soumettra une indemnité de remboursement, d'aller trouver les petits failles, comme on pourrait dire en jargon juridique, les vices de procédure dans la loi pour contester ce remboursement de la part du client en question. Ça, c'est vicieux, ça. Mais cela peut être possible, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les IA sont capables d'analyser en des temps records et quasiment d'une nanoseconde des data avec une vitesse assez très avancée. Et si on est dans ce genre, imaginons, je pense qu'aux États-Unis, déjà, le fait de ne pas avoir d'assurance santé, de sécurité sociale comme en France, imaginez que dans une société capitaliste comme les États-Unis, imaginez que certaines personnes, certains individus se mettent dans la conception de ce genre d'outils, même si je pense que si je vous en parle, forcément, d'autres personnes n'ont plus pensé ça, vous imaginez. Donc, voilà à peu près à quoi cela peut être très dangereux de ne pas légiférer, de ne pas avoir le contrôle véritable sur ces outils en question. Et derrière, ça peut mener effectivement à des morts d'autres individus. Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. J'aimerais aujourd'hui vous alerter, vous conscientiser beaucoup plus sur une problématique dont on ne parle pas assez concernant la mise en place et la conception des systèmes intelligents. Bien sûr, l'intelligence artificielle, on le sait déjà, on peut se vanter d'avoir un certain nombre de mérites justement par le fait que cette technologie va nous permettre une révolution assez gigantesque, jamais connue jusqu'ici. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de cette partie de l'IA. On parlera évidemment ici de l'autre facette qui, lorsqu'on se plonge un tout petit peu, donne des frayeurs, en tout cas pour des personnes comme moi qui conçoivent ces systèmes-là. Et si ces systèmes effectivement ne sont pas aux bonnes mains, aux personnes n'ayant pas conscience, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, cette technologie pourrait en fait créer des dégâts pour notre société tout entière, pour notre humanité. La question des emplois, des valeurs, effectivement, toutes ces questions-là se verraient balayées d'un revers de main. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez connectés avec moi. Si cette thématique vous intéresse, vous pouvez déjà liker, partager et abonnez-vous bien évidemment. Et on va commencer donc le sujet de la vidéo. Première question ici, l'IA comme catastrophe ou bien comme ami? C'est la première des choses que je relève ici. Alors, bien sûr que l'IA, ça fait rêver tout le monde, mais soyons honnêtes, effectivement. Quand on regarde le paysage tout entier de l'IA, c'est aussi quand même une boîte de Pandore que l'on ouvre dans cette technologie. Une révolution, bien sûr, peut-être, mais la question véritablement à se poser, c'est de savoir une révolution pour qui? Parce que pour les employeurs, pour ceux qui conçoivent ces systèmes-là, bien sûr que c'est une révolution, mais posez-vous la question réellement à votre niveau, si cela sera une révolution pour vous. Ça n'est qu'une révolution que si vous êtes capable ou que si vous ne voyez votre avantage à l'intérieur. Sans quoi, je pense qu'on ne peut pas véritablement parler d'une révolution. Alors, quand on parle aussi de révolution, il faut bien comprendre que l'IA, ce n'est pas juste quelque chose que l'on recommande ici et là. Par exemple, quand on prend des applications concrètes, vous pouvez évidemment aujourd'hui écrire totalement tout un script en entier en 2 secondes, juste avec un prompt sur un outil tel que ChatGPT.
un outil LLM, Gemini, Mistral, bref, ce genre d'application. Mais il faut aussi voir que dans votre approche, plus vous allez utiliser ces outils-là, évidemment que plus vous allez de plus en plus donner quelque part, en quelque sorte, votre liberté, vos choix, vos manières de penser, votre avis tout simplement à ces outils. Donc vous, au fur et à mesure que vous allez utiliser ces outils au quotidien, il va se passer ce que l'on appelle en psychologie le comportement conditionné. Alors, donc plus on va faire quelque chose, une tâche, à une certaine heure, avec une certaine aisance, une certaine transparence, tous ces éléments-là, ces attributs vont entrer en compte dans la réalisation de la tâche. Et pour la machine, quand on sait très bien que ces outils-là sont conçus uniquement parce qu'elles avalent, entre guillemets, des données massives, des masses de données assez gigantesques. Donc vous, dans votre conditionnement opérant qui est en train de s'effectuer au fur et à mesure du quotidien, vous posez des questions, généralement sur une semaine, sur une plage, une fréquence assez bien limitée. On peut constater que les utilisateurs d'un assistant virtuel, par exemple, si vous prenez des gens qui ont des assistants sur Siri, vous allez constater, vous prenez un mois à peu près de données, vous verrez à peu près à quoi ressemble le quotidien de la personne en question. Donc voilà véritablement ce qui va se passer dans le conditionnement opérant. Et sans que vous ne vous en rendiez compte véritablement, l'IA va s'adapter à vos mœurs, à vos habitudes. Et les algorithmes, les plateformes qui détiennent ces outils-là vont de plus en plus aussi vous diriger dans un sens qui sera semblable au sens avec lequel vous avez l'habitude d'interagir. C'est ce que l'on appelle effectivement être dans des bulles à filtre. Vous allez être dans des bulles à filtre et faites attention parce que c'est ce qui crée aussi dans notre société des fragmentations, des segmentations de pensée, de discours radicaux où dans des débats, on se retrouve en train de, au lieu d'aller chercher la vérité, mais plutôt à chercher des confrontations parce que les individus sont amenés à suivre une certaine ligne de pensée, une ligne de pensée derrière qui a été dictée et forgée avec le temps, notamment donc avec le conditionnement opérant. Alors, pour poursuivre, il y a également aussi la question de l'IA et de la politique. Donc ici, je vais plutôt explorer le nouveau pouvoir, entre guillemets, qui est donc l'IA, qui sera à la main des GAFAM, enfin c'est déjà le cas, mais avec des entreprises assez gigantesques qui pourraient concevoir des systèmes encore beaucoup plus puissants que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique, en fait, vous pensez que ça peut être quelque chose de pas confortable, bien évidemment, que ça ne vous concerne pas. Mais je pense que vous vous trompez, parce qu'effectivement, dans l'effet de rendre les données de manière gigantesque, il y a beaucoup de choses, d'informations que l'on pourrait extraire de ces données-là. Et cette extraction de données, même si c'est un segment d'extraction, cela peut vous révéler beaucoup de choses sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Et si une grande société, prenons le cas par exemple, souvenez-vous de Cambridge Analytica, qui avait manipulé certains électeurs aux États-Unis justement concernant les votes américains, sans que le peuple américain, une partie des Américains ne se soit rendu compte. Et derrière, on a eu un scandale assez retentissant et qui a eu un impact sur l'élection américaine par la suite. On était déjà dans un principe d'utilisation où, cette fois-ci, on pourrait voir clairement le lien entre une intelligence artificielle, des méthodes d'application du big data, de la grande donnée, de la donnée quand même assez très très vaste, riche dans tout son ensemble, sur l'humain et sur la manière dont l'humain surtout doit agir. Donc on revient toujours à la notion de conditionnement avec de l'inconscient quasiment même freudien qui pourrait se cacher derrière ou chez Jung. Mais les prochaines IA vont être d'autant plus encore. Vous prenez l'effet déjà des IA que nous avons aujourd'hui, vous multipliez x 10 par un facteur, un minima,
pour avoir à peu près l'idée de ce qui viendra par la suite en tant que révolution vraiment en matière de prochaine intelligence artificielle. Je pourrais en parler, en citer beaucoup de choses, mais je vais prendre, bon, ça je pense que l'exemple est assez très connu. En Chine, par exemple, où les IA sont partout, en fait, vous êtes en tant que citoyen ausculté par des caméras de surveillance. Ces caméras de surveillance qui envoient des données en permanence avec des temps bien chronométrés, bien fixés. Ça peut être en streaming, donc c'est du direct, où on peut faire du batching, entre guillemets, où on va définir, non, pas fragment s'il vous plaît, d'intervalles de données où vos données vont être traitées dans un pipeline qui va renseigner effectivement, calculer un certain nombre d'indicateurs sur vous, votre score de bienveillance dans la société, entre guillemets, de quelqu'un qui obéit en matière de droit, de législation, pour pouvoir avoir un crédit à la banque, par exemple, ou avoir un meilleur taux de crédit, par exemple, ou ne pas aller en prison, en fonction de ce qui sera décidé dans la législation. Ça, c'est véritablement le contrôle dans lequel on ne souhaiterait pas y arriver, mais ça reste quand même une crainte et un gouffre dans lequel on pourrait s'y enfoncer. Il faudrait vraiment penser à ça parce que beaucoup de gens ne sont pas assez prêts là-dessus, même si je pense que, ça c'est mon avis, certaines organisations mafieuses et non recommandables. Alors, la question toujours est de savoir à qui cela devrait appartenir, enfin, qui devrait avoir le contrôle sur ces grands outils, en fait, sur ces outils très très puissants. On aimerait bien que ce soit l'État, parce qu'on considère, il va sans dire que l'État, quelque part, doit jouer le garant de notre sécurité générale. Mais bon, après, chacun a sa définition de l'État. Vous voyez ce que je vois, ok? Passons maintenant cette fois-ci à la question de l'IA et du chômage. Voilà, effectivement, la plupart du temps, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, les craintes sont beaucoup plus axées sur cette partie. Parce que oui, derrière, il y a la notion de oui, je serai au chômage, donc je n'aurai plus de pouvoir économique. Qui dit ne plus avoir de pouvoir économique veut dire donc être rabaissé au banc de la société, ne plus se voir, ne plus se permettre un certain nombre d'achats, d'actes d'achat, de liberté, de restrictions. Parce que on a tellement imbriquer les choses aujourd'hui de telle manière à ce que la liberté dans la tête de beaucoup de personnes est synonyme de pouvoir économique, même si la liberté pour moi est beaucoup plus vaste que ça et que le pouvoir économique n'est qu'un attribut de la liberté. Mais bon, dans un monde de société de consommation, de consumérisme, en fait, aujourd'hui, le mot liberté tout de suite est greffé au synonyme de pouvoir d'achat et puissance financière. Donc, en soi, effectivement, l'IA et le chômage ici, on peut bien véritablement se poser la question, est-ce que ce ne sera pas un carnage quasiment au niveau des emplois? Pour vous donner, par exemple, quelques exemples, vous pouvez avoir déjà l'automatisation. On en est déjà à une automatisation assez avancée dans notre société. Vous allez dans des supermarchés, avant il y avait des caissières, aujourd'hui maintenant c'est des caisses automatiques. Même si derrière ces caisses automatiques, on va peut-être mettre un ou deux individus derrière pour contrôler de temps en temps si la machine ne déconne pas. Mais toujours est-il que pensez bien sûr donc à la manière dont les algorithmes évoluent en temps réel et les nouvelles techniques qui vont de plus en plus être déployées. In fine, les prochaines intelligences artificielles, lorsqu'on arrivera de plus en plus vers l'IA générale, je pense qu'il sera plus nécessaire de mettre quelqu'un derrière, forcément, a fortiori, pour pouvoir contrôler certaines caisses automatiques. Donc, il y aura des IA qui pourront contrôler d'autres IA. Dans tous les cas, on sera toujours dans une tendance de réduction des emplois. Donc, l'humain, effectivement, pour ces tâches-là, parce que ce sont des tâches automatisables. Un chiffre à peu près très confirmé aujourd'hui, globalement dans le monde entier, 14% des emplois
sont automatisables. C'est quand même assez... Et là, je vous parle à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, et les choses avancent quand même à grande vitesse. Ça aussi, c'est quand même une partie sur laquelle on devrait s'inquiéter. D'autre part également, alors, vous avez sur la question des emplois, du remplacement, etc. Faudra bien sûr se poser la question du revenu universel. Dans le revenu universel, comme je le disais, vous allez avoir une décision qui émanera bien évidemment de l'État dans lequel vous vous situez, de la puissance publique qui organisera le travail encore dans la société. Forcément des obligations, parce que je ne suis pas, ça c'est moi, reste encore une fois de plus mon avis, que même dans une forme de revenu universel, vous serez laissé à faire ce que vous voudriez. Il y aura bien forcément une compensation de ce temps en fait libre qui aura été remplacé par la machine. Et c'est pourquoi je dis toujours que on peut déjà à une certaine mesure anticiper les changements majeurs et les futures interactions qui vont se produire dans l'avenir par rapport à l'IA. Parce que dans le passé déjà, avec l'automatisation, souvenez-vous, d'ailleurs, un très bon livre de David Graeber, Bullshit Job, que je vous conseille vivement d'aller lire. Bref, et d'autres bouquins sur la technique chez Jacques Ellul. Vous allez avoir, en fait, moi, je pense que l'IA n'échappera pas à cette conclusion également, qui est que on nous a fait comprendre que à chaque nouvelle technologie, bien sûr, c'est pour nous libérer en tant que travailleurs, salariés, du temps de travail que l'on fait actuellement. On ira beaucoup plus vite, la production sera beaucoup plus élevée, notre productivité, etc. Moi, je pense que c'est du bullshit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, vous aurez ce que vous faites aujourd'hui peut-être en 2 heures de temps avec l'intelligence artificielle, vous allez le faire peut-être en 30 minutes ou en 20 minutes, par exemple. Je donne un exemple. Sauf que le temps restant, en fait, où on vous a dit que vous allez être censé être libre, ce temps sera remplacé par autre chose, par une autre tâche. Et donc, perpétuellement, on va toujours se retrouver dans cette forme de course. Il fut en avant quelque part. Bon, ça reste mon avis, mais je me base sur un passé historique quand même qui est solide en termes de data. Après, libre à vous d'en juger de la pertinence de cette idée. Je vais avancer un peu plus vite, aller sur par exemple sur la question des mœurs et l'intelligence artificielle, la question éthique. Donc après, sur cette partie question d'éthique, j'ai déjà fait part du fait que la question centrale ici, c'est toujours, bien évidemment, qui devrait contrôler ces intelligences artificielles et pour qui contrôle ces outils, en fait, derrière, quelle est la moralité, quelle est l'éthique qui règne au sein de la conception, parce que tout va à la base de la conception. Quand on conçoit un agent intelligent, pour ceux qui ont quand même, en tout cas pour les personnes qui me suivent assez longtemps, vous comprenez bien que quand on conçoit un agent intelligent, un agent intelligent, en fait, c'est un agent qui va être basé sur la rationalité. La rationalité, ici, on va définir la rationalité. Alors, ça reste toujours un champ très très large et toujours en étude parce que c'est un champ qui fait l'intersection entre plusieurs disciplines, la rationalité, le sens rationnel, les mathématiques, la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et tout le reste. Mais pour l'intelligence artificielle, pour qu'un système soit déployé dans un environnement donné, la rationalité va être basée sur sa capacité à pouvoir effectuer une tâche avec une certaine performance qui aura été décidé à partir d'une donnée quantitative, en fait. Voilà ce que nous on va appeler la rationalité. Pour vous donner un exemple très concret, un robot par exemple intelligent qui est censé couper du gazon sur une pelouse, son état rationnel va consister par exemple à une multitude de facteurs clés tels que être capable de couper du gazon, rassembler du gazon déjà coupé, séparer le bon gazon vers un endroit sécurisé dans une poubelle, etc. Et apporter par exemple on va dire du nettoyage sur certains endroits du stade, si c'est un terrain de foot sur lequel le robot est déployé comme environnement.
Et bien évidemment, ne pas peut-être endommager le gazon avec une certaine profondeur pas recommandable. Voilà, des critères comme de ce genre vont être implémentés, envoyés dans la fonction c'est ce qu'on appelle donc la fonction rationnelle, la fonction objective, ici en l'occurrence, du robot. Et si, justement, comme je vous ai dit, cette fonction-là, quand le robot se déploie, quand il effectue sa tâche, vous voyez bien que ça part à la base d'une notion de biais, parce qu'on est tous humains, nous avons tous des biais, des manières de penser. Notre rationalité est une vision de la vie, en fait, du monde. Nous avons tous, en fait, cette manière particulière qui nous permet de voir le monde d'une certaine manière. Donc, la rationalité va partir de cette base-là. Et après, elle pourra être enrichie avec l'utilisation du robot, par exemple, comme agent intelligent, ce qui fera que la rationalité de base, qui était le concept, la vision, la première vision de vue de la société, du monde, de l'humanité, du concepteur, se verra en fait enrichi ou complété par d'autres visions de vue des utilisateurs de l'agent intelligent. Et la question éthique est fondamentale ici parce que si vous prenez par exemple des personnes de mauvaise foi, comme on dit entre guillemets, encore une fois de plus, mauvaise foi parce que derrière on part du principe que il existe un certain nombre de formulations éthiques qui ne devraient pas avoir lieu dans la société. En tout cas, pour une certaine société que l'on voudrait voir dans l'avenir. La question éthique, effectivement, prenez par exemple en date le cas des assurances santé. Aux États-Unis, vous avez entendu parler effectivement du meurtre du PDG de l'une des plus grandes sociétés d'assurance santé aux États-Unis. Derrière, ça m'a fait penser à certaines réflexions de certains projets dans lesquels j'ai pu assister. Mais imaginez quelqu'un qui conçoit un système d'intelligence artificielle. Là, je parle pas, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment de la pure réalité. Et c'est possible d'ailleurs. D'où pourquoi l'Union européenne a légiféré, a créé l'IA Act. Mais bon, revenons à l'essentiel. Mais imaginez que sans forme de régulation ou de ce genre de loi, un PDG ou un chef de projet dans une assurance santé pourrait se dire, je vais concevoir un système intelligent dont le rôle principal, je précise bien, dont la rationalité principale sera d'aller tout de suite, dès le moment où un client soumettra une indemnité de remboursement, d'aller trouver les petits failles, comme on pourrait dire en jargon juridique, les vices de procédure dans la loi pour contester ce remboursement de la part du client en question. Ça, c'est vicieux, ça. Mais cela peut être possible, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les IA sont capables d'analyser en de temps record et quasiment d'une nanoseconde des data avec une vitesse assez très avancée. Et si on est dans ce genre, imaginons, je pense que aux États-Unis, déjà, le fait de ne pas avoir d'assurance santé, de sécurité sociale comme en France, imaginez que dans une société capitaliste comme les États-Unis, imaginez que certaines personnes, certains individus se mettent dans la conception de ce genre d'outils, même si je pense que si je vous en parle, forcément, d'autres personnes n'ont plus pensé ça, vous imaginez. Donc, voilà à peu près à quoi cela peut être très dangereux de ne pas légiférer, de ne pas avoir le contrôle véritable sur ces outils en question. Et derrière, ça peut mener effectivement à des morts d'autres individus parce que, évidemment, si à chaque fois la performance de l'outil est garantie à 90%, c'est-à-dire que par exemple, à 90%, l'outil, l'IA, est capable de trouver la faille juridique, le vice de procédure qui ferait que la société d'assurance maladie ne puisse pas rembourser son client. Et donc derrière, pour le client, s'il doit subir une opération de santé,
ou avoir un médicament dont il faut absolument, cela pourrait conduire à des désastres en fait qu'on ne voudrait pas voir pour l'humanité, pour le bien d'autrui. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai quand même assez dit sur, de manière générale, le cynisme qui pourrait graviter, tourner autour de ce sujet de l'intelligence artificielle. Prenez garde, formez-vous bien évidemment et continuez à apprendre. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine. Abonnez-vous, likez et merci de m'avoir suivi.